Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, Dinan ». Dinan se retrouve, comme toutes les autres villes bretonnes à la fin du XVe siècle, au plein cœur de la guerre d'indépendance, face à la France. Comment se prépare-t-elle? Quelle place tient-elle dans cette guerre charnière pour l'avenir de la Bretagne? En Bretagne, la situation se dégrade rapidement à la fin du XVe siècle, dans le cadre de la lutte entre le duc François II et le roi de France Charles VIII. La guerre est déclarée en 1487. Alors à ce moment-là, ce n'est pas vraiment Charles VIII qui déclare la guerre, ou plutôt c'est lui qui la déclare, mais en fait il est encore dans sa minorité, donc c'est sa sœur, qui est régente, Anne de Beaujeu, qui déclare la guerre. Mais passons. Pendant environ un an, les combats sont limités à des prises de place fortes, c'est-à-dire que les Bretons refusent la bataille rangée et ils se savent inférieurs militairement, et donc les Français, menés par Louis de la Trémoille, prennent les places fortes. Ils disposent d'une artillerie très importante, on peut même dire la meilleure artillerie du monde de l'époque, et donc les places fortes tombent les unes après les autres. Parfois les Bretons parviennent à reprendre ces places fortes, mais les choses tournent tout de même à l'avantage des Français. À Dinan précisément, on n'est pas sur les marches de Bretagne, on n'est donc pas en première ligne, on est plutôt en second, troisième rideau. On a des fortifications qui sont imposantes. Dinan est une ville qu'on n'assiège pas si facilement, qui résiste très bien, d'autant que avant même 1487, depuis à peu près une dizaine d'années, en 1476, l'ensemble du système défensif dinanais a été révisé par le maréchal de Rieux, un éminent personnage de la fin du XVe siècle, le tuteur de Anne de Bretagne. Et le maréchal de Rieux, avant même d'être tuteur d'Anne de Bretagne, sous François II, il a révisé le système dinanais, il a pointé les faiblesses, et donc de grands travaux ont été entrepris pour élever des tours, pour muscler les portes, vraiment pour améliorer le système défensif de Dinan. On a donc vu naître certaines tours, comme au château. On a perfectionné déjà des défenses qui étaient plutôt solides. Après un an de conflit, on l'a dit, en 1488, le dénouement a lieu à Saint-Aubin-du-Cormier, puisque là, la seule et unique très grande bataille rangée, on peut le dire quand même pour une bataille médiévale, a lieu entre le parti du roi de France et le parti du duc de Bretagne. Les Bretons sont défaits très largement, c'est même un massacre, on peut dire. Et donc les Français, après cette victoire éclatante, se dirigent directement vers Dinan. Plus exactement, il se divise en deux. Louis de la Trémoille, le commandant des forces françaises, se dirige lui vers Saint-Malo et il octroie un détachement à l'un de ses grands commandants, qui n'est autre que Jean II de Rohan. Et Jean II de Rohan, c'était un très grand seigneur breton qui avait rejoint le camp français, qui avait provoqué, même on peut le dire, l'entrée en guerre du roi de France, du moins qu'il l'avait stimulé. Et donc Jean II de Rohan, il se dirige vers Dinan avec un détachement de l'armée, et arrivé aux portes de Dinan, une petite stupéfaction, puisque une délégation des bourgeois de la ville se porte au-devant de lui. Parmi ces bourgeois, on retrouve aussi des nobles, on retrouve des notables, des gens qui ont des responsabilités, comme le lieutenant, Amaury de la Mousset, le connétable. On retrouve des notaires, bref, plutôt les gens importants de la ville. Et ces gens, ils viennent présenter la reddition de la ville. La reddition sous condition. Alors, sous condition, c'est simple. Ils se rendent à la condition que les habitants soient préservés, que la ville soit préservée et que l'autonomie soit également préservée. En échange, Jean II se saisit de l'ensemble de la ville et de la châtellenie au nom du roi de France. Et donc, Dinan bascule définitivement côté français. Alors, ça ne s'est pas fait forcément sans violence, puisque certes, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de siège, mais pourtant, Dinan et le pays de Dinan a subi de grands dommages, en particulier des édifices vitaux, comme les fours et les moulins. Les moulins ont été souvent attaqués par les Français. C'est vraiment criminel, puisque les moulins sont vitaux, au sens propre. Encore une fois, on mange essentiellement du pain. Pour faire ce pain, il faut moudre du grain, et donc sans moulin, on ne peut pas manger de pain, tout simplement. Et donc ces moulins ont été souvent attaqués par les Français, les fours également, déjà que les bâtiments n'étaient plus en très bon état, puisque les finances du duché de Bretagne n'étaient pas au mieux.
Alors, ces moulins étant détruits, on n'a plus grand-chose à manger, mais en plus, beaucoup d'habitants étaient jetés à la rue, puisque pour se prémunir d'une attaque française avant même l'arrivée des Français, eh bien, on avait décidé de détruire des quartiers entiers de la ville. De la ville non pas intramuros, mais extramuros. C'est-à-dire que le long des remparts, les constructions s'étaient massées en faubourgs. Oui, mais voilà, à l'ère de la poudre à canon, à l'ère du canon, eh bien, ces constructions étaient des obstacles pour se défendre. Et donc, on avait décidé, eh bien, tout simplement de les détruire, de dégager des glacis, c'est-à-dire des espaces sur lesquels on peut tirer au canon. Et donc, on a jeté à la rue véritablement des gens, on a détruit leurs biens. Et tout cela, ce sont des sacrifices qui ont été consentis uniquement pour la défense de la ville. Et donc, ce sont vraiment de très nombreuses familles, plusieurs dizaines de familles qui ont été jetées à la rue, ce n'est pas rien. Donc en plus de ces moulins et de ces fours détruits, des bâtiments détruits, quand je dis des bâtiments, bien sûr, des habitations comme on vient de le dire, mais aussi une église paroissiale très importante. On a carrément détruit volontairement l'église Saint-Malo de Dinan, qui était au nord de la ville, à quelques centaines de mètres du rempart. Et bien cette église, on l'a détruite tout simplement parce que on trouvait qu'elle était relativement proche de la ville, et on se méfiait de cette église, on se disait que les Français pourraient se poster à l'intérieur, installer des batteries de canons et pilonner la ville depuis elle, tout en étant comme dans une sorte de forteresse. Donc on s'est dit c'est trop dangereux. Donc on a détruit des quartiers et on va détruire cette église. On l'a détruite, mais attention, dans le but de la reconstruire plus tard à l'intérieur des remparts. En 1488, quelques mois avant que les Français n'arrivent d'ailleurs, au mois d'avril, eh bien on a obtenu l'autorisation du duc François II de reconstruire cette église à l'intérieur des remparts, sur l'emplacement de l'actuelle église Saint-Malo, puisque c'est cette église Saint-Malo qui existe de nos jours, qui a été reconstruite. Alors, on l'a dit, le 28 juillet 1488, les Bretons sont balayés à Saint-Aubin-du-Cormier. Le 8 août, donc à peine 10 jours, 11 jours après, les Français se saisissent de Dinan, et donc Dinan bascule définitivement dans le giron des Français, mais plus particulièrement de Jean II de Rohan. Ce grand seigneur qui n'est pas français, qui est breton, eh bien il se saisit de la ville, mais aussi de tous les impôts, toutes les taxes, tous les droits qu'il y avait. Et donc, en fait, il exploite à son profit tout ce qui était en vigueur. Donc tout ce qui devait être payé au duc, désormais, est payé directement au vicomte, qui s'enrichit d'autant plus de cette manière. Ça vous a plu? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne? Alors, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!